Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission en direct sur les plateformes NMP officielles. Nous sommes en présence du président national du Nouveau Mouvement Populaire, M. Bandakani, homme politique, panafricaniste dans l'âme et analyste politique. Avec lui, nous ferons le tour d'un sujet majeur concernant les menaces qui pèsent sur le Cameroun et avec lui, nous parlerons des enjeux sécuritaires, des défis qui attendent ce pays pour cette année et pour votre bonheur, chers téléspectateurs, chers internautes. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue à cette émission en direct. Bonsoir mon cher Jules Bouyamosso. Bonsoir à la grande famille des internautes. On est devenu une famille. Donc, je suis toujours à mon poste et à l'aise chaque fois que je dois. On a pris un rendez-vous avec eux à cette heure-ci. Je suis là et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, vous êtes là, Monsieur le Président. Nous sommes dans une année quasiment cruciale pour le Cameroun, l'année 2025. Si on s'en tient au calendrier électoral, les élections présidentielles et les élections régionales sont prévues pour cette année. Et depuis un certain moment, nous entendons des remous sécuritaires au Cameroun et nous avons voulu nous arrêter pour questionner cela. Monsieur le Président, quel est le contexte sécuritaire qui prévaut en ce moment au Cameroun? C'est un contexte sécuritaire qui a un double visage. Il y a le visage de l'habituelle stabilité qui est reconnu dans notre pays. Un des atouts du Cameroun en la matière, c'est sa stabilité, qui est le signe que la sécurité du pays est sous contrôle, est maîtrisée, étant à la hauteur des menaces qui sont le propre des pays africains en général et d'un pays comme le Cameroun en particulier. Menaces géopolitiques pour l'essentiel, menaces géopolitiques, menaces constituées par les noces des menaces géopolitiques et les stratégies des grandes familles endocoloniales qui sont en guerre pour la succession au Cameroun. Vous ne comprenez pas les enjeux sécuritaires au pays si vous n'avez pas en face de vous cette lampe, cette boussole stratégique qui vous permet de mieux naviguer dans les eaux, en apparence calme, mais dans le fond trouble que constitue le Cameroun. Maintenant, il y a, face à cette apparence de stabilité, il y a des réalités qui sont claires. Deux régions du Cameroun, à savoir ce qu'on appelle le Nozo, connaissent ce que parler là du nord-ouest et du sud-ouest. Vous en prie. Connaissent ce que moi j'appelle un conflit gelé. Boko Haram lui-même, au nord du Cameroun, est aussi une forme de guerre gelée. Or, les guerres gelées sont très dangereuses. Très, très dangereuses. Monsieur le Président, pour nos internautes, c'est quoi une guerre gelée? C'est un conflit qui semble maîtrisé, mais qui n'est pas terminé. Et qu'à chaque moment, on connaît des spasmes sporadiques de remontée, de la violence, etc. Bon, il est gelé parce que, en réalité, dans le Nozo, la guerre ambazonienne, le terrorisme ambazonien lui-même s'est épuisé. Il s'est épuisé, c'est un fait. Mais des poches de résistance persistent. Et c'est ça que j'appelle, c'est là où il y a un gel, parce que ces poches de résistance sont plus activées par les réseaux de crapulerie internes au régime. Quand je parle de crapulerie, je parle de la grande corruption, de tous ceux, d'un ensemble d'intérêts qui n'ont pas, qui ne veulent pas que cette guerre prenne fin définitivement. Elle est gelée parce que vous avez au Nigeria
de velléité de remise en question du verdict international concernant Bakassi. Vous avez un ensemble d'intérêts au Nigeria qui considèrent que Bakassi doit revenir au Nigeria. Et il y a un gouverneur qui n'est pas très loin de cette zone, qui est adossé à cette zone-là, qui lui clairement, lui considère que Bakassi appartient au Nigeria. Gouverneur du Cross River. Cross River, merci. Que ça appartient au Nigeria. Et je vous ai déjà dit que ce gouverneur n'est pas isolé. Il y a de puissants intérêts centraux au Nigeria qui n'ont jamais accepté la camerounité de Bakassi. Ne pensez pas que tous ces intérêts-là ont dit leur dernier mot. C'est pour ça que je parle d'un conflit gelé. Ce n'est pas gelé au sens classique du mot. Il n'y a pas eu un accord entre l'État et les Amazoniens sous la coupole d'une quelconque autorité internationale et qui se serait soldé par un ensemble d'accords plus ou moins reconnus par les deux camps. Mais je parle de gelé parce que les Amazoniens se sont épuisés, d'abord dans des guerres intestines, et par le déshonneur qu'engendre leur sauvagerie, les assassinats sauvages, leur inhumanité, et la discrédité, et puis le fait que nos forces armées sont à la hauteur. Elles ont été à la hauteur. Elles ont su maintenir l'ordre sans verser dans une guerre qui aurait fait le jeu de la communauté internationale autoproclamée, encouragée par des acteurs politiques internes qui ont demandé l'interposition de l'ONU. Vous vous rappelez de l'ONU dans cette crise. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un conflit gelé. Il n'est pas terminé. Et on voit que à chaque fois qu'il y a une occasion, on voit bien qu'il sert de façade à des violences, etc. Là encore, on vient de vivre ça avec le football qui s'est tenu à Bamenda, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a l'occasion, ça remonte. Boko Haram, lui, n'a jamais pu dire que confisquer une seule parcelle du territoire national camerounais. Ça, c'est clair. Il n'a jamais placé son drapeau une seule seconde. Mais, de temps en temps, il fait des attaques sporadiques. Jusqu'aujourd'hui, il fait des attaques sporadiques de temps en temps. Attaque nos positions militaires dans la région, etc. Fait des attentats terroristes sur les populations civiles, etc. Donc, c'est que je parle, ce sont des poches, comme je parle d'espèces de conflits gelés. Alors, je dis que ces conflits sont dangereux. Je ne parle pas de la frontière avec le Centrafrique. Certes, cette frontière est maîtrisée, mais ce n'est pas toute la frontière. On est longue frontière avec le Centrafrique. Voilà. Donc, il y a la frontière qui est adossée, parlons comme ça, adossée là, mais quand on remonte vers Garaboulaye, vous voyez, c'est la frontière avec le Centrafrique, c'est comme le Nigeria. Il y a une partie sud, il y a une partie nord, nord-ouest, nord-est, etc. Donc, donc, ce sont des conflits. Donc, les conflits gelés sont très dangereux. Parce que quand c'est pas soldé, ils sont toujours réactivés le moment venu par les menaces, par les ennemis du pays, qui savent les réactiver et s'en servir comme façade. De ce point de vue, eh bien, effectivement, la stabilité là semble précaire. Elle semble précaire. Elle est précaire. Alors, cette situation s'est aggravée. Elle est aggravée et c'est une aggravation qui monte en puissance au fur et à mesure que l'élection présidentielle approche. Et vous savez que l'élection présidentielle cache un enjeu majeur à voir, la succession du président Biya. Pour certains, c'est la candidature de trop. Il y a une certaine opinion qui estime que cette candidature de trop, elle s'est exprimée de manière subliminale par la sortie de certains évêques et certains éléments de l'Église catholique et des acteurs politiques qui font l'essentiel de leur campagne sur le fait que le président ne doit pas se présenter. Ce discours, que ce soit de la part des évêques et de certaines forces politiques, doit être mis en relief pour percevoir ce qui se cache derrière avec les enjeux et les accélérations géopolitiques qu'il faut observer, non seulement dans le monde, mais
dans la sous-région Afrique centrale, avec désormais avec la guerre qui est en RDC. On ne parlait que de ça. Mais avant la guerre en RDC, il y a l'enjeu du lac Tchad. Je voudrais vous rappeler que le général Tchani a fait une sortie. Il a fait une sortie extraordinaire qui est passée comme ça pour les milieux non initiés. Mais les observateurs bien initiés savent que le général Tchani a mis un pavé dans la mare. Sa sortie, le général Tchani, est un tournant dans l'avenir quant à la capacité des États de l'ensemble du Golfe de Guinée à anticiper sur les menaces géopolitiques qui pèsent sur nos pays. Ces menaces géopolitiques sont constituées par l'extrême avidité, l'extrême famine qui frappe les puissances géopolitiques occidentales en termes de matières premières. Et cette famine est aggravée par le déclassement géopolitique des puissances occidentales. C'est que la guerre en Ukraine est en train de te traduire ça, tel que le caractère inapproprié des sanctions occidentales prises à l'encontre de la Russie le dessine et le montre. Inappropriation manifestée par les retournements de ces mêmes pays qui sanctionnent la Russie le jour, mais vont acheter les matières premières de la Russie chez d'autres pays, en sachant très bien que ce sont les matières premières russes. Maintenant, l'Allemagne dit qu'elle est prête à lever les sanctions contre la Russie, etc. L'économie est pratiquement à terre. La France est à terre. Bon, c'est un fait. Jusqu'aux États-Unis, le déclin économique est clair. C'est comme ça que Donald Trump est si nerveux. Il est très nerveux et il déclenche la guerre commerciale parce que justement, il doit répondre, n'est-ce pas, aux défis manifestés par le déclin économique américain. Deuxièmement, il y a cette situation est dynamisée par le fait que, de manière générale, le capitalisme a pris une tournure, a pris un tournant qui l'oblige à foncer dans une dérive qui se manifeste par une emphase et des préjugés sur ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, l'intelligence artificielle, etc. Du moins, l'économie verte. Il n'y a pas d'économie verte sans la matière première africaine. Il n'y a pas d'économie verte. Or, l'économie verte n'est pas seulement un discours. Attention, c'est l'horizon stratégique de l'économie occidentale. C'est l'horizon stratégique du capitalisme mondialiste. J'ai dit horizon stratégique, c'est-à-dire c'est vital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la reproduction de l'économie capitaliste, arrivé au stade de la mondialisation, n'est-ce pas? Si vous intégrez aussi l'émergence de ce qu'on a appelé l'empire de la finance, la reproduction de l'ensemble de ce système, désormais, ne peut pas se faire comme ça se faisait hier, en se basant sur la force de travail classique de l'être humain, et une espèce d'équilibre entre le travail et le capital. L'époque là est totalement terminée. Donc, la montée de la Chine, la montée de la Russie, l'émergence des puissances émergentes, etc., sont une menace grave à cette inflexion, cette bifurcation irréversible du capitalisme occidental, à savoir sa lancée, n'est-ce pas, vers l'économie verte, ce qui rend donc indispensable les matières premières africaines. Bien comprendre ça. Donc, vous faites là un lien entre les matières premières, le contexte économique global clair. Et le contexte clair qui sévit au Cameroun. Tout à fait. L'Europe est très inquiète de sa dépendance à l'égard des matières premières chinoises. L'Amérique est très inquiète que la Chine ait un quasi-monopole sur les métaux rares. Parce que quand vous regardez le principal fournisseur d'Europe, les gens ne le savent pas, hein, c'est la Chine en la matière. Mais les gens sont surpris. La Chine a beaucoup de matières premières. Tout comme la dépendance à l'égard de la Russie. Alors, comment est-ce qu'ils vont revenir à bout de cette dépendance? Ce sont les matières premières africaines. Et ces pays sont dans l'impuissance de payer ces matières premières à leur juste prix.
ils sont dans l'incapacité, à cause d'une vieille tradition coloniale, qui les a formatés dans un logiciel, un disque dur, qui pose que les matières premières de l'Afrique les appartiennent. Or, l'émergence comme on dit, l'émergence d'un Sud global se traduit directement par la volonté des pays africains de maîtriser leurs matières premières et de les vendre à juste prix. Donc, ce qui crée une tension en termes de garantie d'approvisionnement de ces pays-là en matières premières et surtout en matières premières stratégiques, matières premières rares. Vous ne comprenez pas l'enjeu de la guerre en RDC si vous ignorez ce que je suis en train de vous dire. Vous ne comprenez pas l'enjeu. C'est fondamentalement cela. Et vous ne comprenez pas l'enjeu de la succession au Cameroun si vous oubliez que le Cameroun est excessivement riche. Et je dis bien, excessivement riche en terres rares, en matières premières stratégiques, et que les Occidentaux le savent. Ils le savent puisqu'ils ont financé des études, n'est-ce pas, la carte minière, l'étude de la carte minière camerounaise, ils l'ont financé et ils ont ces résultats. Dans la géoéconomie, dans la stratégie économique de l'Occident, dans l'analyse, qu'est-ce qu'on fait? On étudie ce qu'on appelle les pays vulnérables, les pays facilement captables. C'est-à-dire, quels sont les pays qui présentent le plus de facilité vont permettre de capter leurs matières premières. Et le Cameroun, et c'est là où je vais insister, en la matière, en toute apparence, présente le visage idéal du pays vulnérable, pouvant facilement faire l'objet d'un rapt pour contrôler ses matières premières. Pourquoi? Parce que le problème de la succession se pose au Cameroun. Monsieur le Président, dans votre discours, le problème de la succession revient à plusieurs reprises. Oui, je vous fais une analyse géopolitique. Je fais une analyse stratégique. Donc, je vous dis que ça fonctionne comme ça dans ce milieu-là. Donc, quand on arrive au Cameroun, on dit, écoutez, ce pays-là, il est mûr pour être une proie. Il est très mûr. Parce que non seulement son dirigeant est vieux, c'est-à-dire que quand on dit que le président, d'après eux, le président est vieux, c'est une donnée objective dans ce milieu. C'est une donnée objective. Une donnée objective, c'est une donnée qui correspond au type de scénario de pays à conquérir pour faire même bas sur ces matières premières. On évalue la capacité de résistance du pays par rapport à la perspective la perspective de captation de ces matières premières. On évalue. C'est des trucs qui sont faits constamment. Mais attendez, mais pour comprendre ce que je dis, il faut être à la place des Occidentaux qui ont ces besoins-là de manière, qui sont sous la pression de ces besoins-là, parce qu'ils ont un niveau industriel qui est arrivé à un stade d'évolution. Et où ça passe ou ça casse pour eux. Je ne sais pas comment vous analysez quand on parle de transition climatique, quand on vous parle du péril écologique, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Non, c'est que ces économies-là sont menacées s'ils ne font pas même pas sur les matières premières. Dois-je vous rappeler que les premières révolutions industrielles n'auraient pas eu lieu sans la force de travail africaine et sans les matières premières africaines. Ça n'a jamais cessé. Deuxième révolution industrielle, pareil. Troisième, pareil. Il est normal que la quatrième, qui est déjà arrangée, hein, comme pas de voiture électrique, là, par exemple, comme la voiture électrique. Vous pensez que ça va se faire comment? Avec les ressources de matières premières. Mais qu'est-ce que vous pensez? Les nations start-up, pour te dire le langage de fou de l'Élysée, là, ça se fait comment? Comment ça se fait? Les batteries, vos téléphones, tout ça. Ça ne peut pas se faire sans le coltan, sans le cobalt. Pour ne citer que ça, il y a d'autres matières qui interviennent dans les microprocesseurs, dans l'industrie de pointe la plus avancée. C'est l'Afrique qui a tout ça, entre autres. Monsieur le Président, particulièrement le Camerounais. Est-ce que les Camerounais sont au courant de cela? Ils ne sont pas au courant de ça. Non, ils ne sont pas au courant de ça. Comment ils sont au courant de ça? Ils ne sont pas au courant de ça. S'ils sont au courant de ça, ils comprendraient ce que le président va faire à Genève.
Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a caricaturé les visites du président. Oh non, il va dépenser l'argent, c'est injuste, etc. Non, non, le président va aller à... C'est un des enjeux du fait que le président va constamment à Genève. C'est un des enjeux parmi d'autres. Monsieur le Président, sur la question sécuritaire proprement dit, qui se cache derrière ces menaces? J'arrive. Dans vos différentes sorties... Il faut d'abord donc planter ce décor-là pour que je rappelle que le Cameroun est donc depuis des années dans le collimateur. D'abord de par sa position géographique, de par sa nature géographique et culturelle, c'est l'Afrique en miniature. Mais maintenant, j'ajoute, hein, ce n'est pas l'Afrique seulement en miniature, c'est le monde en miniature. Ça, c'est nouveau. Le monde en miniature. Je n'ai pas vu de dire plus. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, vous voulez comprendre le Cameroun, étudiez le monde Cameroun. Étudiez ne serait-ce que le monde Cameroun, le rôle qu'il joue dans la navigation aérienne. Parce que les pilotes peuvent vous expliquer ça. Tous les pilotes peuvent vous expliquer ça. Bien qu'à partir de ça, vous allez comprendre que le Cameroun est au cœur des enjeux de la géopolitique mondiale. Au cœur des enjeux de la géopolitique mondiale. Or, vous avez un dirigeant qui est le président le plus âgé de la planète, qui a eu le malheur ou le bonheur de voir passer toute l'élite de la politique mondiale depuis au moins 70 ans. Donc, il est de fait la mémoire du monde. Le président Biya est la mémoire de la géopolitique mondiale. Il connaît beaucoup de choses. Ce profil-là n'est plus acceptable par l'Occident. Je crois que les diplomates vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Vous dites là, ce profil n'est plus acceptable pour l'Occident. Clair, n'est plus acceptable. Parce qu'il a mis longtemps au pouvoir. Sa longévité est un problème. Pas seulement pour l'Occident. Vous savez, il y a des dirigeants en Afrique qui ont mis aussi longtemps au pouvoir. Vous pouvez citer quelques Paul Kagame est à combien d'années au pouvoir? On va dire près de 15 ans. Vous êtes sérieux? Paul Kagame, depuis 1994. Mais il n'était pas aux affaires proprement dit. Il y avait quelqu'un qui assurait la présidence, mais il était ministre de la Défense. Qui? Paul Kagame. Apollo Génocide là pour le pouvoir. Alors, depuis 1994. Alors, c'est trentenaire. Je dis, mais Kagame est trentenaire. Ça dérange qui? Ça dérange qui? Ça dérange qui? N'est-il pas l'enfant chéri de l'Occident? Ne peut-il pas génocider 20 millions de Congolais? Ça ne dit rien. Au contraire, plus il génocide, plus il est le dirigeant le plus brillant. Il développe son pays. C'est mon regard, ce n'est pas le seul cas en Afrique. La longévité de M. Ouattara au pouvoir dérange qui? Les Ivoiriens, pas la communauté internationale autoproclamée. La longévité de la royauté marocaine dérange qui? Et son caractère extrêmement démocratique, puisque le roi du Maroc est élu au suffrage universel, à 1000 tours. Ça dérange qui? La structure de pouvoir qu'il y a dans les pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe, ça dérange qui? Ce sont des dynasties qu'il y a là-bas. Ça dérange qui? Donc, il y a une fixation sur le régime de M. Paul Biya. Que chacun tire ses conséquences, parce que le brouhaha politique qu'il y a au Cameroun et la propagande de guerre pour l'alternance, qui est mise en œuvre par la France, qui est au cœur du complot contre le Cameroun, en passant. Nous y reviendrons sur le Cameroun. Bien sûr, ça fait donc que les gens ne prennent pas le temps de s'asseoir de manière calme et de rationaliser un ensemble de discours qui est déversé sur le Cameroun et sur son président. Voilà. Quand il y a le temps de faire comme on est en train de faire là, que les gens regardent eux-mêmes. Donc le problème du Cameroun, ce n'est pas la longévité du président, c'est que sa longévité ne produit pas les résultats que l'Occident attend. Ce que l'Occident gagne avec Kagame, ce que l'Occident gagne avec les monarchies du Golfe, s'il gagnait ça au Cameroun, il ne serait pas en train de dire que le président est vieux. Mais on a eu un président dans le monde qui était très vieux, qui tombait matin, midi, soir, qui bavait en public, Joe Biden. Mais que disaient les médias occidentaux le concernant? Qu'il est très en forme, qu'il est très brillant, que c'est un génie. Bien sûr que le président Cameroun, il est âgé, le nier, ce serait de la folie. Mais il n'est jamais tombé. Il ne bave pas en public. Partout où il participe à ce moment, on voit très bien qu'il est
il conserve toute sa lucidité. Donc, arrêtez-vous. N'ayons pas peur des on-dit. N'ayez pas peur de nos amis des réseaux sociaux. Je suis avec eux. J'aime ça. Moi, j'aime même quand ils m'attaquent. Il faut être sûr. Analysons les faits. Je mets ça devant vous. Donc, la longévité du président Biya au Cameroun dérange parce que sa longévité nuit au plan de l'impérialisme. Ça nuit plutôt. Si c'était... Ben, écoutez, on va continuer à argumenter. Vous comprenez? Allez-y. Mais quand même, Kagame est en train de détruire un pays voisin. Ouattara détruit les pays voisins. Les gens, vous avez plein de dirigeants en Afrique qui brillent par le fait qu'ils s'ingèrent dans les affaires des autres pour le compte de l'Occident. C'était moi un seul pays africain, voisin du Cameroun, où il est le leader en Afrique centrale, qui se plaint que le Cameroun s'est ingéré dans ses affaires internes et a de près ou de loin participé à sa déstabilisation. Vous en connaissez? Par notre information. Non, ça n'existe pas. Laissez votre politesse, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Au contraire, le Cameroun stabilise ses voisins. Il les stabilise. Pour ne pas dire plus. Mais quel est donc ce pays qui est dirigé par quelqu'un qui est censé être un pion de l'Occident, mais qui ne fait pas ce que les pions de l'Occident font, à savoir comploter matin, midi, soir, pour renverser les dirigeants qui dérangent, ou bien pour déstabiliser les pays, puisque depuis 90, c'est la géopolitique du chaos qui règne sur le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déstabilisation des pays qu'on a décidé comme étant à déstabiliser, renversement de dirigeants et de régimes qui sont favorables à l'Occident. C'est ça le Grand Moyen-Orient, c'est ça Bachar qui est tombé dernièrement, etc. C'est ça au Sahel, etc. C'est ça. Mais pourquoi un pays central comme le Cameroun, du moins dans le Golfe de Guinée et en Afrique centrale, n'a jamais été attrapé dans un seul complot contre un pays voisin? Donc, il y a un problème. Il y a un modèle Cameroun qu'il faut renverser. Un peu comme l'Algérie dérange à un moment donné, mais son armée a dérivé dans les exploits dans le Sahel. Mais sinon, il y avait un modèle algérien qu'il faut déstabiliser. Vous savez pourquoi? L'Algérie, c'est un pays qui a payé toute sa dette. L'empire financier ne tolère pas ça. Puisque le principe, c'est que tu dois être endetté. L'Algérie a payé toute sa dette. L'Algérie aurait pu être un modèle si son armée et ses dirigeants n'allaient pas faire ce qu'ils font au Mali. C'est ça le problème. Le Cameroun, lui, certes, il est dans l'endettement, mais il y a un problème avec son dirigeant. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors aujourd'hui, nous sommes très fiers d'entendre cette déclaration. Mais le président Paul Biya a été le premier à dire deux choses graves. Qu'il a dit au pouvoir en 82, il va en Allemagne faire un discours, il dit le Cameroun a la chasse gardée de personnes. À l'époque, là, vous imaginez ça? Les gens qui ne connaissent pas la nature des relations entre la France, l'Allemagne et le Cameroun ne peuvent pas comprendre l'impact d'un tel propos. Il en a payé le prix, hein, Jean Safra. Le président, il en a payé le prix. Mais monsieur le président, attendez. Deuxièmement, allant dans le sens contraire. Oui, vous voulez nuancer, j'arrive. Vous voulez nuancer. Gardez votre propos. Je vais terminer, vous allez nuancer. Je vais vous répondre. Deuxièmement, devant un président français qui venait de faire le tour de l'Afrique pour faire la promotion de la tenance au pouvoir, le président Biya a dit ne dure pas au pouvoir qui veut, dure qui peut. Il s'appelait François Hollande. Le président Biya, aujourd'hui que chacun découvre l'importance et la dangerosité de Boko Haram, maintenant que nous avons initié toute l'Afrique à la géopolitique, chacun voit les menaces écrites. Le président Biya est le premier à dire à l'Élysée, devant Hollande, à se mettre devant le promoteur de Boko Haram, que je suis venu sur l'Élysée déclarer la guerre au Boko Haram. Vous avez oublié à l'époque? Nous nous souvenons. Bon, maintenant nuancez donc. Ce président. Également, il y a des propos qu'on lui attribue. D'avoir dit qu'il est le meilleur élève. Apparemment, vous êtes le porte-parole. Nous regardons, le Cameroun fait toujours partie du système de la zone CFA. Le Cameroun également, on le voit, pratiquement, il est à la porte du FMI chaque fois qu'il a un déficit budgétaire. Oui. Et toutes ces relations-là, malgré le caractère exceptionnel que vous faites du Cameroun, on le voit toujours très proche des institutions que vous dénigrez et que vous dénoncez. Ouais. Comment analysez-vous dans cette dichotomie? Je vais vous répondre seulement par une réponse dialectique, un peu par l'absurde. D'abord, oui, il a dit des choses graves. Il a dit
Il est le meilleur élève de François Mitterrand. Il a dit, son défunt. Dermain a dit qu'il allait rendre compte à Macron. Bon, pour Macron, chacun a compris que c'était la vérité. Parce que Macron est venu ici pour une visite de 2 jours, où il s'est auto-invité, il est rentré, ridiculisé. Le premier jour, il est rentré. France 24 a titré « Échec total ». Donc, il ne faut pas être plus réaliste que le roi. Quant à la parole le meilleur de François Mitterrand, il a dit, il a assumé, il a dit, je ne veux pas dire. Mais dans ce cas, ne parlez pas seulement de ça. Dites aussi, rappelez ce qu'il a dit, qu'il n'allait pas dans le sens de ceux qui mettent en avant ce type de propos. C'est ce que je veux dire. Par l'absurde, concernant donc tout ce que vous convoquez, je vous dis ceci. C'est simple. Hein? Tous les nouveaux pays révolutionnaires, tous les pays qui ont des dirigeants élus par le ciel et la terre, qui sont même jeunes, qui ont même 12 ans, tous ces pays-là, ils ont quitté le franc CFA. Ils ont quitté le franc CFA. Mais qu'est-ce qui empêche le Cameroun de quitter? Non, vous comprenez bien que c'est un problème structurel. L'Afrique va quitter le franc CFA. C'est un problème structurel qui n'est pas facile à gérer dans un monde extrêmement complexe, mais c'est fini. Je vous ai dit que le franc CFA est mort. Je vous ai dit ça ici. Moi, je n'en parle même plus. Le franc CFA est mort. Nous savons. La preuve. Je suis fier de le dire pourquoi. Vous voyez sur le sommet qui a eu la dernière fois, sur le sommet de la CEMAC. Très bien. Avec le FMI. Mais, comme d'habitude, c'est passé comme ça. Parce que bon, comme ça vient du Cameroun, c'est le vieux père là qui est devant tout ça, on ferme les yeux. C'est un sommet qui est un tournant. Pour la première fois, les pays d'Afrique centrale ont dit au FMI à la Banque mondiale, allez, remettez-nous nos devises qui sont stockées chez vous. Et le délai, c'est en avril 2025, cette année. Oui, oui. Allez lire le communiqué du gouverneur de la BEAC. Après, laissez la déclaration du président, ça c'est rien, c'est la diplomatie. Le gouverneur de la BEAC est même le vrai, c'est le vrai secrétaire. Il rend même vraiment compte avec les mots précis de ce qui a été réellement décidé. Lui, il était clair, il a demandé que les entreprises qui sont au Cameroun, en Afrique centrale, qui font dans l'extraction des mines, qui font dans l'industrie extractive, doivent domicilier en devise leur compte à la BEAC. Mais ceux qui savent voir, on sait là où ça part. On sait là où ça part. Je vous ai dit que le Cameroun est l'un des rares pays. Ce que je dis là, allez vérifier, hein, allez vérifier sur Internet, dans le site de la Banque centrale, de la BEAC. Pratiquement pendant 4 ans, 5 ans, même 6 ans, le Cameroun ne reversait pas sa quote-part dans le compte d'opération. Sans faire de bruit. Parce qu'il était en train de boucler ses projets structurants. C'est ça qui va déboucher sur le premier sommet extraordinaire convoqué par le FMI. N'est-ce pas, il y a eu ici. Et on voulait dévaluer, on n'a pas dévalué. On voulait dévaluer encore l'autre jour, on n'a pas dévalué. Donc c'est pour dire que, qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux dire que, oui, il faut sortir, et ça va se faire. Je veux dire que le franc CFA est mort. Il est mort, c'est une question de temps. La preuve, pourquoi le Wacron, c'est-à-dire l'écho Ouattara, Macron, pourquoi c'est pas lancé? Pourquoi c'est pas lancé? Il y a des dynamiques, il y a des processus qui sont clairs, mon cher Jules, qui sont clairs, qui montrent que, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire que, indubitablement, on va vers la mort du franc CFA. C'est connu. Et sa mort n'est plus lointaine. Donc, vous ne devez pas sortir de notre sujet. Le Cameroun a un profil qui ne plaît pas, que l'Occident n'accepte pas. Donc, alors, et ce profil-là est aggravé par le fait que je vous ai dit, le président a duré au pouvoir, à longévité, et pour faire plus pédagogique, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Quand un président dure beaucoup au pouvoir, vous parlez dans le cas de Fouette. Quand un président, je parle de son cas, mais on peut généraliser ça. Les pays où un président dure beaucoup au pouvoir, et que ces pays-là sont des pays des néocolonies, la succession de ce président est souvent géopolitisée par les puissances. C'est-à-dire que on instrumentalise cette longévité pour s'assurer qu'après lui, on fasse même bas sur le pays, quitte à le déstabiliser. Alors, la déstabilisation devient un projet stratégique. Vous voyez ça? Devient un projet stratégique. La Côte d'Ivoire est le modèle par excellence. Donc, le Cameroun est au cœur de cette dynamique, mon cher Fabrice, mon cher
Allez-y, Président. Vous êtes c'est nos écoutes, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil que nous le saluons au passage. Oui, c'est nos écoutes. Donc, le Cameroun a ce profil-là. Il est dans une position où, en toute analyse objective, il présente le profil d'une proie facile à attraper. Voilà, il présente ce profil-là. À cause du fait que, non seulement le président a mis le pouvoir, mais en plus, la lutte pour la succession est très, comment dire ça, est très intense, avec l'émergence de barons, des indicateurs, parce que l'émergence de barons aussi est un indicateur qui montre que le pays est mûr pour être déstabilisé. Je répète, l'émergence de barons, vous allez voir en Côte d'Ivoire, l'émergence de Ouattara, de Bédier. Vous dites le pays est mûr pour être déstabilisé. Oui, je suis dans un jeu politique profond là. Je prends tout le cas que vous faites la pédagogie. Ouattara, Bédier, Gbagbo n'était pas un baron, c'était le président historique. Et d'autres barons qui étaient là dans le pays. Vous allez voir que alors le pays est mieux parce que la guerre des barons prend une tournure tellement violente et darwinienne que on ne peut pas brûler le pays. L'Occident adore ce type de scénario. Ils actionnent ça en coulisses, en flattant les égos des différents barons. Ils n'ont pas besoin qu'on flatte leurs égos. La dynamique de la baronisation vous conduit directement à être un client de l'impérialisme international. Je pense que vous comprenez ça. C'est ça. Bon, au Cameroun, vous avez au moins 7-8 barons qui sont dans cette logique-là. Voilà. Ça fait donc que vous avez dans la haute administration, vous avez dans l'armée. Qu'est-ce qu'un baron? Un baron, c'est un homme fort qui s'est enrichi dans le régime, qui a des réseaux au cœur du régime et qui ne peut pas tolérer qu'on remette en cause son enrichissement. Il doit donc, écoutez bien, hein, ce baron-là doit donc suivre, peser sur la succession de manière soit à prendre le pouvoir, soit s'assurer que la prise de pouvoir ne se fasse pas à son dépens. Il est dangereux pour un pays comme le Cameroun d'avoir plusieurs barons de ce niveau-là. Au Cameroun, vous en avez au moins 5 ou 6 ou 7. Vous faites le parallèle avec le Cameroun. Oui, au Cameroun, vous en avez au moins 6 ou 7. Et pour cela, il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de... Ne parlez pas de choses comme ça. Soit les intérêts passent, soit le pays brûle. Oh, mais alors, observez toujours ces barons-là. Ils sont plus français que camerounais. Comme ils étaient hier plus français, plus occidentaux que ivoiriens. Voilà. C'est ça. Et quand ça doit faire choc avec une dynamique patriotique, comme Babo l'a imposé en Côte d'Ivoire, les stratèges occidentaux dynamisent ça par un ensemble de manières, ils sont très forts dans les loges, ils dynamisent ça en boostant le profil de tel et de tel et en activant leur de guerre. Ça suffit à mettre le pays au bord de l'explosion. Deuxièmement, au cœur de l'armée, dans l'armée, des réseaux de corruption. Les barons de l'armée sont des ponctes de l'armée qui se sont enrichis, qui sont assis sur des privilèges. Et que généralement, pour une bonne partie, ont placé leur argent à l'étranger. C'est ça, j'allais oublier ça. C'est ça aussi un des points communs des barons. Ils doivent avoir leur fortune à l'étranger. Leurs enfants doivent fréquenter à l'étranger. Là, c'est une affaire de vie ou de mort. Touchez pas l'intérieur, ils ont les yeux rouges, comme on dit. Sang à l'œil, comme on dit chez nous. Vous en avez dans l'armée du Cameroun. Vous en avez dans l'armée du Cameroun. Et maintenant, il y a un facteur décisif, la veille d'une élection présidentielle. Ah, c'est ça qui manquait à la fin. Non, la veille d'une élection présidentielle, où on dit que non, vraiment, si Paul Biya passe, on est mort. Quand d'un côté on dit que s'il passe, on est mort, l'autre côté on dit, il ne passe pas aussi, on est mort. Mais voilà, tout est réuni pour la révolution de couleur, tout est réuni pour la déstabilisation.
Or, au Cameroun, vous avez déjà, dans le cadre des conflits gelés, ce qu'il faut pour former un 23. Transformer Boko Haram en un 23, en un 23, c'est le processus qu'il y a maintenant au Cameroun, et c'est ça que je suis en train de dénoncer, et c'est ça que je suis en train de parler. Donc, j'ai planté le décor général. Maintenant, si vous voulez des précisions, on verra comment on va le dire, dans le respect des forces de sécurité de notre pays. Bien évidemment, nous entrons donc là au cœur des manœuvres ou alors des menaces sécuritaires qui pèsent sur le Cameroun. Monsieur le Président, dans vos sorties récentes, vous avez alerté l'opinion nationale et internationale des menaces qui pèsent sur le Cameroun, notamment dans ses frontières nord, ouest et est. Qui sont derrière ces menaces? Question directe. C'est coordonné par la France, par M. Macron, qui n'a pas digéré 2 ou 3 choses. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas trop bavarder. M. Macron n'accepte pas, il considère que c'est le Cameroun qui est le cœur du panafricanisme et qui est au cœur du chassement de la France en Afrique. Il ne faut pas payer ça. M. Macron n'a pas accepté que le président Biya refusé de jouer le rôle qu'il voulait que le président Biya joue dans la détermination des pays africains par rapport à la crise ukrainienne. Il n'a jamais digéré ça. Donc vous dites là, M. Macron, au cœur de cette manœuvre de menaces contre le Cameroun. Je suis à mon vision, non. Quels sont les éléments sur lesquels vous avez... Monsieur, les éléments, ces éléments sont des éléments factuels, c'est évident. M. Macron est venu au Cameroun faire une visite il y a, je crois, combien d'années, il y a un an ou 2 ans. 2 ans après. 2 ans. Je voulais rappeler que M. Macron, je donne les éléments factuels. M. Macron est venu dans un pays où il a passé le temps à mépriser le président en traitant des questions diplomatiques du Cameroun dans la rue avec des sans-papiers. Dans une outrance jamais vue en diplomatie. Vous avez oublié ça? Et après, il s'est auto-invité au Cameroun. C'était une auto-invitation. Il n'a pas été invité par le Cameroun. J'en l'oublie. C'était une auto-invitation. Il a forcé pour venir au Cameroun. Mais nous avons vu l'être directeur du cabinet civil. Qui est sorti à un jour, qui est sorti pratiquement à 1 ou 2 jours de son arrivée. C'est jamais vu. Je vous dis qu'il s'est auto-invité. Il s'est auto-invité. La différence, le Cameroun n'a pas fait comme le Mali avait Assimi Goïta. Lui, c'est un militaire, il n'a pas la diplomatie. Lui, il a dit, je te le fais parce que je ne viens pas ici. Bon, le Cameroun a géré ça autrement. Il dit, OK. Bon, bien alors. Il s'est auto-invité. Mais pourquoi il s'est auto-invité? Je vous ai dit, pour faire basculer le Cameroun dans le camp de l'Occident, dans le conflit ukrainien, en supposant que Paul Biya, doyen de chef d'État, s'il le fait, il va entraîner. C'était ça, entre autres sujets qui avaient sous la question. Je voudrais vous rappeler aussi qu'en parallèle, soyez vigilants. À l'époque, quand Macron vient, il vient aussi consacrer la candidature de Franck Biya. Puisque les partisans de cette candidature, dans l'entourage du président, se sont arrangés à mettre les banderoles de Franck Biya à l'entrée du palais. Et ce n'est pas un hasard si ces banderoles ont été enlevées. L'ordre a été donné qu'on enlève ces banderoles. Et à l'époque, c'était même partisan de Franck Biya avait été arrêté et gardé en cellule. Alors, ça ne vous a pas échappé qu'après, M. Franck Biya, ça n'a pas tardé, elle allait prendre sa carte et le membre du RDPC à Nice. Pourquoi elle parle de Franck Biya? Je ne suis pas un problème avec ce monsieur. Au contraire, il a même un parlement indien et tout. Non. Je parle de la dynamique qu'il y a derrière une telle candidature. C'est une dynamique que vous voyez dans beaucoup de pays africains, l'Afrique centrale. Au Congo, il y a une telle dynamique. Congo Brazza, le fils de Sassou, matin, midi, soir, famille Sassou. Une dynamique de dynamisation. Très bien. En Guinée équatoriale, c'est la même dynamique. Oui. Donc, vous voyez très bien qu'au Gabon, on a évité de justesse. Mais au Tchad, monsieur le président, au Tchad. Oui. On pourrait également faire... Les conditions ne sont pas les mêmes. Vous dites que les conditions ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui a changé? On a tué, le patriarche Déby a été assassiné. Il a été tué par la France. Mes positions sont claires depuis. Alors, il y a eu un processus. L'armée a été obligée de prendre son responsabilité. Ce n'est pas la même chose que de faire un processus politique de dynatisation politique. Ce n'est pas la même chose. Revenons donc à Cameroun. Très bien, parce que je vois, moi, on est solide là, dans l'opposition. On a les arguments. Donc, je suis en train d'indiquer que non. Vous voyez très bien qu'il y a... C'est un processus. Alors, au Cameroun, vous voyez très bien que ça ne marche pas. Parce que les barons qui portent ce projet au Cameroun n'ont pas l'assentiment du président. Or, Macron est venu dans le sillage en sachant très bien que
ceux qui sont en train de le recevoir sont en train de faire promotion de la candidature de quelqu'un. Ce n'est pas anodin. Alors, donc, M. Macron donc vient dans un pays qu'il a longtemps méprisé. Bon, c'est normal puisqu'il considère que c'est le foyer du panafricanisme. Nous allons y revenir. Voilà, longtemps méprisé. Et il vient, ça échoue. Ça échoue. Alors, la dernière tentative, ça a été d'inviter le président au débarquement, tout ça. On essaye. Vous voyez très bien que il se bat, il veut. Mais ça ne trompe personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la géopolitique occidentale, dans le cadre de la géopolitique de chaos, je voudrais ajouter un élément important. M. Macron est président de la France, mais la France est comme un label. Hein. C'est un label. Ça veut dire que le président de la France ne veut pas dire qu'il agit pour le compte de la France. Non. Il agit pour le compte des intérêts globaux de ces patrons mondialistes. Qui, je vous ai dit, sont tellement affamés de matières premières. Il faut comprendre ça. Il n'est pas seulement président de la France en classique. C'est une position qui le sur l'échiquier mondialiste. Cet échiquier mondialiste, les financiers et autres ont besoin de matières premières. Or, Macron, quand vous l'écoutez, Matin me dit qui est le plus grand apôtre de la transition climatique? Qui est le plus grand apôtre de LGBT? Qui est le plus grand apôtre de l'intelligence artificielle? Qui est le plus grand apôtre de la révolution verte? C'est lui. Donc, il faut bien comprendre cette affaire. Donc, toutes ces positions que M. Macron a prises, vous avez dit fait de lui un président de la France qui est également un label. La France est un label. Donc, le président français occupe une position stratégique dans l'échiquier. C'est pour ça qu'en France, les Français ont compris 2 mandats après qu'il n'a pas été élu pour travailler pour la France. Ils ont compris ça. Et qu'ils sont très libres, hein, en démocratie. Ils viennent de le comprendre. Revenons au Cameroun, monsieur le président. Voilà. Donc, je vous dis donc que c'est Macron est au cœur de ce projet de déstabilisation du Cameroun. Pourquoi? Parce que de tous les pays occidentaux, la France est le pays qui connaît mieux le Cameroun, qui a une histoire de proximité tragique, je précise tragique, avec le Cameroun, qui est le parrain, l'ancêtre, le tuteur de l'endocoloniat local, qui pour la plupart sont français. Donc il est normal que c'est à la France qu'on sous-traite que la galaxie mondialiste, avide de matières premières, n'est-ce pas, et qui fonctionne par le chaos, il est normal que c'est à M. Macron qu'on sous-traite le projet donc de déstabiliser, non, de faire que le Cameroun rebascule totalement dans l'ornière de l'Occident mondialiste. Monsieur le Président, toujours en prélude de cette émission... Vous avez bien compris ça maintenant, je l'espère. Allons-y. Toujours en prélude de cette émission, Monsieur le Président, dans vos positions, dans vos différentes sorties médiatiques, vous avez dit qu'il y a un pan de l'armée qui est concerné dans ces manœuvres ou alors ces menaces qui pèsent sur le Cameroun. Vous avez également parlé de l'endocoloniat, des baronnies en particulier. Vous avez également parlé des milieux religieux. Bien sûr. Et il y a une émission où vous avez appelé à fouiller le lieu de culte. Monsieur le Président, cette alliance entre l'endocoloniat, les milieux religieux, la société civile et une partie de la classe politique, quel est l'objectif? Le but, c'est de... Les Occidentaux agissent toujours dans le cadre de fausses bannières. Il y a la bannière de première, il y a la bannière d'abord apparente, qui fixe un décor de distraction et de captation de la mentalité du peuple d'abord. Parce qu'il faut gagner l'opinion. Pour gagner l'opinion, il faut diaboliser à l'excès le dirigeant qui est en place. Au Cameroun, c'est le plus grand commerce qui donne beaucoup de bénéfices. Il est vieux, ça, tout le monde est dedans. Même les ministres du Pôle Biya sont dedans. Au gouvernement, ils sont dedans. Tout le monde est dedans au Cameroun. Donc, l'ambiance, l'atmosphère est bien chauffée à ce niveau-là. Heureusement que nous sommes là, une bonne partie des Camerounais comprennent les enjeux. C'est aussi ça qui embête beaucoup les mondialistes. Ça les dérange beaucoup parce que les Camerounais, même s'ils sont fâchés du président Biya, très très fâchés, ils ont 1000 raisons d'être fâchés du président Biya. Nous aussi, nous sommes fâchés du président Biya sur beaucoup de choses, mais ils font la part des choses. Ils ne comprennent pas. Ils font la part des choses. Tout à l'heure, ils ne s'engagent pas dans la déstabilisation de leur pays parce qu'ils savent où ça va aboutir. Ils ont vu les exemples ailleurs. Vous parlez des Camerounais dans la majorité qui ne suivent pas ce plan de déstabilisation. Tout à fait, tout à fait. Mais on plante quand même le décor. Parce que vous savez, au Cameroun, on avait dit qu'on avait 300 combien de tribus, 35 tribus, il n'y aurait jamais de guerre sur base. Mais on nous a inventé 2 tribus. Anglophones. Donc ils sont très forts. Donc là, maintenant, le but, c'est de profiter du contexte de l'élection présidentielle pour, n'est-ce pas, cacher derrière l'élection présidentielle cette entreprise, en fait, de coup d'État
Il est question de marcher sur Etoudi. Le but, nous allons revenir. C'est marcher sur Etoudi. Et je vous ai dit, non, on est dedans. Moi, je peux être dans le dedans. Le but, c'est de transformer Boko Haram en M23. Le but, c'est de transformer Boko Haram en M23. Voilà. Sur quelle base, monsieur le Président? Mais c'est tout. Mais à quelle base, comment? Boko Haram est déjà là. On fait pénétrer les combattants de Boko Haram dans le pays. Par la frontière avec le Nigeria. Je vous ai dit que le président Tinubu, depuis que le pouvoir, n'a pas visité le Cameroun. Or, en matière économique, contrairement à ce que les gens pensent. Doit-on s'inquiéter? Attendez, notre premier partenaire économique, c'est le Nigeria. Hein? Est-ce que les gens le savent? C'est le Nigeria. Le fait qu'il n'ait pas encore visité le Cameroun, écoutez d'abord, s'inquiéter? Au Nigeria, qu'est-ce qu'il va faire en France pour devenir au Cameroun? Parce que le Cameroun, c'est le premier partenaire du Nigeria en matière économique et c'est le premier partenaire du Nigeria en matière de sécurité. Tout le Cameroun est en première ligne pour sécuriser le Nigeria. Lui contre Boko Haram. Dis-moi pourquoi le président du Nigeria, depuis qu'il est lui, il vient pas au Cameroun. Son prédécesseur était déjà venu au Cameroun. Je ne Vous parlez là de Mohamed Bouhari. Très bien, je ne l'accuse pas a priori. Une fois de plus, le général Tchani nous a parlé, il nous a dit qu'est-ce que Tinubu allait faire à l'Élysée. Ce dîner d'État, ce pacte entre lui et Macron, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le Sahel. Non, non, vous vous trompez. Non, non, ce n'est pas le Sahel. C'est ce dont je vous parle. Et maintenant, là où les choses doivent être prises au sérieux, mon cher Gilles Bouyamosso, c'est que le chef d'état-major de l'armée du Nigeria vient de nous dire, le mois dernier, qu'il faut que l'ONU vienne enquêter sur les 120 000 membres de Boko Haram au Nigeria. Que l'ONU vienne enquêter. Que signifie de pareilles déclarations selon vous? Mais je pose la question à ceux qui m'écoutent. Pourquoi ça en dit rien aux gens? Moi, ça m'interpelle. C'est un indice fort. Le Nigeria n'a pas dit ça. Que viens faire enquête comment? Viens faire enquête. Fais enquête comment? Il y a un endroit où on a stocké Boko Haram alors. Pourquoi on vient faire les enquêtes? On fait l'enquête comment? Puisque le Nigeria est censé être en guerre avec Boko Haram, qui menace sa sécurité. On va faire ça comment? Non. C'était une réaction à ce qu'a dit le général Tchani. C'était une réaction. Mais c'est suffisant pour nous montrer que, eh bien, mais Fabrice, oh là là, je le salue. Jules Bouyamosso, mon cher Jules, Boko Haram, première tentative d'établissement du Cameroun, c'est parti d'où? C'est parti d'où? Ah, je vous le dis, c'est parti du Nigeria. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous a inventé un attentat contre un certain Moulin Fournier, qui est venu faire le tourisme dans l'autre parc, je crois, à Ouaza. Or, qui était ce monsieur? C'était un barbouze français. La France en a profité pour directement venir envahir le nord du Cameroun, Gaoundéré. Près de 500 Français, militaires français, sont allés en Gaoundéré de manière illégale. Le NMP a été le seul parti qui, à l'époque, en première ligne, est monté en première ligne faire la guerre contre ça. Et ça a débouché sur leur départ. Le BI allait les chasser. Vous vous rappelez? C'est comme ça que Boko Haram version Cameroun est né. C'est important de rappeler ça. Or, il est démontré aujourd'hui. Le général Tchani vous le démontre. Mais avant de le démontrer, ça fait 15 ans que nous on le dit, Boko Haram, c'est la France. Parce que l'extrême nord est très riche. C'est-à-dire, M23, vous faites qu'il est blague. Depuis le M23, sa mission, c'est de détacher le Congo de l'Est du Congo. Mais l'extrême nord, le nord là, l'extrême nord, c'est extraordinairement riche. Et vous comprenez pourquoi, c'est-à-dire, le NMP s'est battu contre tous pour que le Tchad ne soit pas déstabilisé. Parce que si vous jouez avec le Tchad, on passera par le Tchad. Parce que Déby Pay avait joué le jeu. Avant que nous le convertisse, il avait joué le jeu. Même chose. Vous comprenez? Et alors, je vous parle. L'anglo-colonial camerounais fait tout pour que les relations entre le Cameroun et le Tchad, c'est-à-dire, se gâtent. Dernièrement, le président Kenyatta était tellement fâché au point, il a dit désormais, OK, les marchandises du Tchad vont continuer à passer par la Guinée équatoriale. Il est même allé pour signer un accord entre centre avec la Guinée équatoriale. Mais le président, le président patriarche, qui suit ça de près, a su remettre le pont. A su. Parce que dans un tel contexte, on ne peut pas s'amuser avec le Tchad. Le Tchad, Boko Haram est là. Avec le Nigeria, là. Le président Tinubu, on ne sait pas ce qu'il pense. Il ne nous dit rien. Mais l'autre jour, il était encore à Paris, non? Oui, il y a une récente visite qui est là. Mais alors, je le pose la question. Qu'est-ce que Tinubu, censé être anglophone, dans l'ère anglophone, qu'est-ce qu'il fait à Paris matin, midi, soir? Ce n'est pas seulement la visite d'État. Il y a autre chose. Je ne dis pas qu'il a cédé, parce que bon, moi, le vieux Tinubu, je continue à faire confiance à sa sagesse.
Nous avons vu comment la volonté de déclarer la guerre au Niger s'est terminée. Il a su bien jouer, n'est-ce pas? Souvent, il fallait semblant de dormir, on pense qu'il dort, il ne dort pas. Et souvent, il danse, on pense qu'il danse seulement, non, il est dans il danse en faisant la géopolitique. C'est un vieux. Nous continuons à croire que Paris ne réussira pas à l'entraîner dans le projet. Mais vous savez, l'état profond qu'on te tient, le passé du président Tinubu nous demande d'être très prudent en ce qui le concerne. Parce que par le passé, on peut secouer, comme on dit au quartier, ses couilles, permettez-moi l'expression. Et on n'est pas sûr de lui. Donc, je vous dis donc que, pour rester factuel, les frontières par lesquelles les armes passent et les combattants passent, c'est le Nigeria, c'est le Centrafrique. Monsieur le Président, pour avancer dans cette émission, nous voulons nous souvenir qu'il y a quelques temps, pratiquement 3 mois, le ministre des Finances avait fait une sortie publique dénonçant l'entrée illégale des armes lourdes et des munitions. Si nous mettons également ça en corrélation avec la sortie de M. Tchani, qui a donné beaucoup d'éléments sur les différentes trajectoires que les terroristes vont prendre et les armements, si nous mettons tout ça en corrélation, M. le Président, dans vos déclarations également, vous avez fait état de ce qu'il y a des armes qui sont en train d'entrer au Cameroun et vous n'avez pas donné clairement les lieux où ces armes circulent. Vous avez laissé le soin aux forces de sécurité de faire le travail. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire plus dessus? Mais la sortie de Motazé, ministre des Finances, n'est qu'une confirmation. Est-ce que ça s'est fait? Il y a un des propos qui nous a intrigués. Il a dit ces armes ont pour destination Yaoundé. Mais celui qui... Bon, ok. Bon, ça va. C'est le ministre des Finances qui parle, non? Il n'est pas au pouvoir. Quelle est votre réaction? Non, je ne réagis pas. Vous êtes en train de mettre le doigt à mon moulin. Et c'est bien que ça vienne de vous, puisque c'était une sortie en Mondovision. Il a dit où les armes étaient destinées. Voilà. Il y a une partie qui a été interceptée. Oui. Il y a d'autres certainement qui sont en circulation. On peut intercepter pour que d'autres passent. Techniquement, je n'accuse pas le ministre des Finances d'être dans le jeu. Hein. Je dis que techniquement, on peut laisser intercepter, on vous distrait, et après ça passe. C'est ce que je te dis. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est ça. Ce n'est pas maintenant que les armes arrivent au nord, sous Bolloré, quand il y avait le port. Les armes arrivaient à Gondoré et disparaissaient. Mais on ne sait pas où ça partait. Sous Bolloré. Quels étaient les ministres qui protégeaient Bolloré au Cameroun? On le connaît. Pouvez-vous nous dire quelque chose? Non, j'ai assez cité. J'ai assez cité. J'ai à voir mes interventions passées. Donc, on connaît ceux qui protégeaient Bolloré. Et on sait pourquoi on protégeait Bolloré. C'était un pacte pour prendre le pouvoir. C'est connu. Voilà. Le port de Douala a été engorgé plusieurs fois, engorgé. On sait pourquoi aujourd'hui. Donc, je demeure précis. Vous me dites que je n'ai pas donné les lieux précis. Vous me prenez pour un fou. Ce n'est pas mon vision qui avait dit ça. Mais sachez que toutes les dispositions ont été prises pour que les autorités compétentes soient au courant. En détail. Donc, quand les armes entrent, la ville de Douala est bien ciblée. Et je vais vous dire pourquoi. La ville de Douala est bien ciblée. Et ils sont à Douala. Quand vous parlez de qui, Monsieur le Président? Mais les hommes, les futurs terroristes? Oui. Ils sont à Yaoundé, dans des quartiers connus. Je ne vais pas les citer à mon devis. Connus. Je ne suis pas un lâche. Vous m'avez tout à l'heure interpellé sur que j'ai indexé les sites religieux. Je maintiens ça. C'est même là où il faut surveiller. Et j'ai dit toute religion confondue. Je ne m'attaque pas aux religions. Ni à la foi des fidèles. Je défends mon pays. Vous êtes un homme politique, monsieur. Je défends mon pays. Je m'en fous de je défends mon pays. Mon pays est menacé. Je ne suis pas un pouvoiriste. Je dis que les lieux de culte et les lieux de culte les plus stratégiques de Yaoundé, c'est là-bas où on cache les armes et les combattants. Là-bas où on les cache. Je répète, je dis les lieux de culte, les lieux stratégiques des cultes. Et je dis bien, tout culte confondu. Je n'ai pas dit un seul culte. Tout culte
tout confondu, les 5 limites de la sécurité sont assez en expédient pour savoir utiliser ce que je suis en train de dire. Monsieur le Président, nous allons avancer dans cette émission. Non, je ne sais pas tout. Allez-y. Les sorties des évêques catholiques là, ça participe de ce jeu. Ce jeu de fausses bannières. Je le dis et je l'assume. Y compris ceux qui ont fait semblant de soutenir le régime, à un moment donné après. Le pape est avec Macron dans ce complot. Le pape, il s'appelle qui? François, est dans ce complot avec Macron contre le Cameroun. Voilà, c'est grave ce que j'ai dit. J'accuse le pape à mon vision. Il est dans le complot. Comme il est allé prier en RDC, et ça, vous avez vu ce que c'est en train de causer après, il est parti. Et nous avons dit ça à l'époque en RDC, que la venue du pape en RDC, ça va aggraver la situation de la RDC. Nous l'avons dit à l'époque. Bon, tu sais qu'il était très heureux de recevoir le pape. Voilà. Je pense qu'en partant, il a bien béni. Il est en train de voir les conséquences de la bénédiction sur lui. Donc c'est clair, je donne les demandes sont claires. Alors, je répète encore, je ne dis pas ceci. Je n'ai pas dit l'Église catholique est dans le complot. Non, 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 non. Je parle des éléments. On est dans la politique, on est dans la géopolitique. Je parle des éléments. L'Église catholique, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas un ensemble totalement unifié comme vous pensez. Hein. C'est vrai au Vatican, c'est vrai au Cameroun et partout. Donc, vous voyez ce que les évêques font en RDC. Pendant qu'un pays est à terre, ils demandent à Tshisekedi de reconnaître, ils n'arrivent même pas à qualifier le M23 de groupe terroriste. Hein? Le candidat, c'est un bombo. Si c'est un bombo, c'est qui ce truc-là? Il est là pour crédibiliser le M23. Il est là pour crédibiliser le M23. Il dit que non, c'était... Vous avez vu les revendications du M23? Allez voir leurs revendications. C'est le même plan qu'on prépare au Cameroun. Allez voir les revendications du M23, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a donc ça. Il y a dans l'armée du Cameroun, dans l'armée, des officiers supérieurs de l'armée du Cameroun sont dans le conflit. Ils occupent des postes stratégiques. Vous parlez là des officiers supérieurs du Cameroun. Au sein de l'armée, ils occupent des postes hautement stratégiques. Ils sont dans le conflit. Moi, je ne peux pas dire plus que ça. Oui, je vous le dis. Je ne peux pas dire plus que ça. Même si il fallait le dire, ce n'est pas vous que je le dis. Mais nous prenons le monde entier à témoin. M. Macron doit savoir que nous sommes au courant de tous les plans qu'il fait. J'avais dit à la dernière réunion, vous avez dit qu'il avait un plan pour le mois de juin. Vous avez même embrayé. Nous le suivons. J'avais dit à Macron que même quand il dort dans sa chambre. La prochaine question que je devais vous poser. Quand il dort dans sa chambre, je ne vais pas dire avec qui. Oh, c'est trop grave. Donc, quand il dort dans sa chambre, son épouse, nous sommes avec là. Arrêtez ça. Ok, d'accord. Bon, okay. C'est son épouse, puisque maintenant, vous êtes tellement civilisé. Son épouse. Nous sommes là. Nous savons, vous avez dit que nous savons pourquoi on a envoyé un général ambassadeur de France au Cameroun. Et nous lui avons dit depuis que M. le général, bienvenue, monte à l'œil. Rappelez-vous pourquoi on a envoyé un général ambassadeur au Cameroun? Mais pourquoi? Pour représenter les intérêts de la France. Très bien. Alors, et nous aussi, on décrypte ça très bien. Voilà. Nous aussi, on décrypte ça très bien. Donc, Monsieur le Président, ce plan de juin que vous avez dénoncé, ce plan de accéléré. C'est ça qui est en cours. C'est cet agenda qui est en cours selon vous. Oui, c'est ça. Ça s'est accéléré. Ils accélèrent le plan. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont déjà arrêté le fait que les opposants camerounais ne peuvent pas être autre chose que des fausses bannières. Puisque, bon, il fallait anticiper, est-ce que le président Biya se présente ou pas? Bon, s'il se présente, ils savent qu'en face, en principe, il n'y a pas. En face, il n'y a pas. Donc maintenant que tout montre qu'il va se présenter, même s'il n'est pas encore déclaré, moi, je continue à dire qu'il n'est pas encore candidat. Mais des manœuvres montrent que, des opérations montrent qu'il va être candidat. Il faut donc empêcher qu'il y ait élection présidentielle. Il faut qu'avant l'élection présidentielle, il faut empêcher
qu'ils gagnent, c'est-à-dire qu'ils soient encore comment, auréolés. Là d'une stratégie, l'une de leurs stratégies. Ce n'est pas l'un, c'est leur stratégie actuellement. Tout faire avant l'élection présidentielle, déposer le président et marcher sur tout. Je dis bien marcher sur tout dit. Attention, ils ne sont pas seulement dans les églises, dans les lieux de culte, hein, et des quartiers bien connus, populaires à Yaoundé. Même il y a les écoles stratégiques à Yaoundé. Des écoles prestigieuses de stratégie à Yaoundé qui sont des postes avancés pour attaquer Itoudi. Des écoles, je dis bien prestigieuses, ayant un nom historique. Des écoles prestigieuses à Yaoundé ayant un nom historique vont servir de postes avancés pour attaquer Itoudi. Dans le plan, c'est clair. Bon, est-ce qu'on peut être plus précis que ça? Oh, ouais. Certainement, les forces spéciales ou alors les fins limiers des forces spéciales du Cameroun vous écoutent. Oui, elle peut faire son travail. C'est comme ça que nous faisons la politique. Nous sommes le seul parti politique au Cameroun qui a fait un congrès où tout le monde attendait que nous annoncions notre candidature. Nous avons dit que nous appelons à une action exceptionnelle du vrai Dieu pour le Cameroun. Mais posez-vous la question, pourquoi un tel thème a été le leitmotiv de notre congrès? Pourquoi? C'est parce que nous avons bien analysé les forces en présence, nous sommes fait d'un ensemble d'informations, nous avons dit que mais, on a besoin de la puissance du vrai Dieu ici pour nous aider. Et nous sommes en train de faire le travail là. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les panafricanistes sont en première ligne. Ça veut dire que si ce plan passe, on va couper toutes nos têtes seront les premières à tomber. Nos noms sont dans leur fiche, les premiers noms dans leur fiche. Président Bandakani, Batengene, Charlie Kenye, professeur Belek, docteur Tassinda. Nos noms sont en premier dans leur liste. Et avec l'accord de tous vos opposants politiques là, tous vos opposants, ils sont d'accord. C'est pour ça que moi, je fais partie d'aucune coalition politique. C'est une déclaration lourde, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui est lourd? Monsieur Macron n'a-t-il pas dit à Mondo Bidon dernièrement que c'est un ennemi, ce ne sont pas les panafricanistes? Quand un président français attaque les panafricanistes, vous en avez fait, c'est un code. Ce qui déclenche la géopolitique, c'est un code. Ça veut dire que nous sommes des hommes à abattre. Ça veut dire en géopolitique. Et les Américains, l'État profond américain n'avait pas tardé. Ils avaient dit carrément qu'il faut nous assassiner. Ça avait été carrément dit, la fameuse loi que les mondialistes ont mis, ont fait voter à une des chambres de congrès, qui dit que ceux qui commercent avec les États, avec la Russie, les activistes, c'est clairement dit. Et les gens voulaient que nous on soutienne la porteuse de talons, qu'elle gagne. Parlez là de Kamala Harris. Disons, de tristes noms comme ça. C'était écrit. Voté par une des chambres du Congrès américain. C'est-à-dire une puissance mondiale dit ouvertement on va assassiner les activistes, déstabiliser les États qui commercent avec la Russie ou bien qui, dans leur position diplomatique, soutiennent la Russie. Et de manière particulière, ils avaient bien ciblé l'Afrique du Sud, mais ils avaient bien défini les qui étaient dans leur collimateur. Donc, ce n'est pas M. Jules Yamousso la première fois que nous sommes dans le collimateur. M. Macron ne cesse pas de dire tous les jours que c'est nous, ses ennemis. Mais vous ne connaissez pas Macron? Vous ne le connaissez pas. Vous êtes toujours en train de... Est-ce que c'est ce qui Attendez, comme il rit, ou alors attendez, comme il rit tout le temps, il embrasse vos légendes, il doit aller pour pas, il va à Kinshasa, il danse, il fallait pour pas, tout ça. Il s'humanise comme ça, n'est-ce pas, avec vos légendes, vous entrez dans vos têtes, vous ne connaissez pas. Moi, je connais qui est Macron. Je connais qui est Macron. Quelqu'un qui ment comme ça à son peuple. Qui ment comme ça sans problème à un peuple qu'il est censé diriger. Faisant croire que non, il est un être humain normal. Alors qu'il n'est pas normal. Vous connaissez le soir qui sont arrivés à ça. Les gens qui enquêtaient sur Brigitte et lui, mais il y a une qui a été retrouvée noyée. Pour ne parler que de ça. Qu'est-ce qui est arrivé aux gilets jaunes? C'est parce que vous n'enquêtez pas. Un pays comme la France qui met dans son budget l'argent de la drogue. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un narco-État qui considère qu'il est normal de mettre l'argent de la drogue dans le budget de la France. Ça veut donc dire que l'État français travaille avec les narcotrafiquants. Vous ne parlez que de ça. Macron, c'est un homme dangereux. Dangereux.
Donc, quand il vient dire à Mondo Vision que ses ennemis sont les panafricanistes, ça vous fait dire, mais non, c'est ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Il ne parle pas. Mais on est dans son collimateur. Dès que l'occasion lui sera offerte, il fera ce que la France a toujours fait, à savoir couper nos têtes. Alors moi, je pense pas là attendre combien de ma tête. Je fais ce que j'ai à faire, exercer mon magistère, la parole, et alerter. Il a alerté. Il a dit à M. Macron que mon partenaire, moi, Banakani en géopolitique, c'est le vrai Dieu. Monsieur le Président, en décryptant... Non, vous ne l'avez pas bien compris, je répète. Je dis à M. Macron et ses agents camerounais et consorts que mon partenaire en géopolitique, c'est le vrai Dieu. Si le vrai Dieu accepte le plan qu'il y a contre le NMP et les panafricanistes, ils réussiront. Si le vrai Dieu est contre, je peux pas être à leur place. Monsieur le Président, en décryptant toujours cette stratégie de M. Macron concernant son plan de déstabilisation du Cameroun, avez-vous le sentiment qu'il y a une accélération dans ce plan de déstabilisation et que ce plan d'accélération est significatif d'une forme de fébrilité? Bien sûr qu'il est fébrile. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi, je vais aller même plus loin. Tous ces déboires-là, c'est parce qu'il attaque le Cameroun. Tous ces déboires, c'est parce que le Cameroun, une de ses missions spirituelles en tant qu'avatar antéchristique, je répète, en tant qu'avatar antéchristique, je répète encore, en tant qu'avatar antéchristique, c'est de déstabiliser le Cameroun. Là, on n'est pas au même niveau, hein. Je suis à l'autre niveau, là, ce que je suis en train de dire, là. C'est une de ses vocations. Donc, tant qu'il n'a pas réussi ça, ben, c'est terminé pour lui. Je répète, ces déboires-là, c'est parce qu'il vise le Cameroun. Donc, plus il vise le Cameroun, plus la France va se retrouver dans des problèmes pas possibles. Y compris lui et sa prétendue famille. C'est pour le Cameroun aussi. Attendez, c'est pour le Cameroun aussi que nous avons soutenu Donald Trump. Parce que nous connaissions les plans que Biden avait contre le Cameroun. Donc je combats Donald, mais comme d'habitude, je combats Donald Trump, mais il fallait qu'il soit là. Vous voyez bien que sa présence est en train de déstabiliser M. Macron, non? Bien évidemment, parce que nous mettons ça en corrélation avec très bien, voilà, ce plan de déstabilisation. Voilà. Plus M. Macron va l'honneur face aux diplomates et l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Macron a commencé à le flatter en invitant Notre-Dame. Ça change quoi? Par contre, lui, il n'a pas invité à son investiture. Ça change quoi? Donc, effectivement, vous avez raison. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans son collimateur. Et une bonne partie de l'endocoloniale camerounais est silencieuse et attend l'occasion pour finir avec les panafricanistes. Voilà. Et cet endocolonial va du pouvoir à l'opposition. Hein. Je ne pense pas que c'est vraiment... Donc, c'est transpartisan. Bien sûr, avec les évêques. Vous voyez que les évêques catholiques sont contents de nous voir. C'est qu'ils sont contents de nous voir. Moi, j'ai fait une émission un jour dans une radio catholique au Cameroun, à Douala. Il y avait les intégristes qui prient la Vierge Marie là. Ils ont demandé, à moins ils devaient nous assassiner, ils devaient nous tuer. Ils nous ont maudit. Ils nous ont maudit comme on n'a jamais maudit quelqu'un. Vous dites à quel niveau? Il y a le conflit, il y a l'antagonique. À quel niveau? Bon, moi, demandez à Robert Soumou, il vous dira, des intégristes catholiques sont venus à faire nous menacer de mort. De mort, demandez, Simon Robert et d'autres, c'était en plein jour. Donc on vit ça. Elle n'a pas besoin de crier tous les jours. On vit ça. Mais c'est notre mission, c'est notre rôle. C'est mon pays, c'est notre pays. C'est ça être UPC, c'est ça être panafricaniste. Monsieur le Président, nous allons avancer dans cette émission. Nous tirons déjà presque à la fin. Monsieur le Président, nous voulons interroger la stratégie usée pour la matérialisation de ce plan de déstabilisation. Nous parlons là de la manipulation ou alors l'utilisation de la colère populaire, de l'exaspération sociale, de la excusez-moi, le mot m'échappe, c'est-à-dire on durcit les conditions de vie du peuple camerounais de telle sorte que dès lors qu'il y a un plan de déstabilisation, ça c'est l'endocolonial. Est-ce que cela participe? Bien sûr, c'est même ça la partie la plus sophistiquée. Sabotage. Le mot qui me revient, c'est durcissement. Oui, le durcissement, on saccage les conditions de vie des Camerounais. Vous êtes poli, on saccage les conditions de vie des Camerounais. Eneo à Douala, c'est quoi? Eneo, c'est une entreprise terroriste de déstabilisation. Au Cameroun, à Douala, le courant, c'est 2 heures par jour.
Il n'y a pas une journée où vous avez le courant de manière régulière. Et Néo. Mais c'est pourquoi? À qui veut-on faire croire que l'administration camerounaise n'a pas besoin de régler les petits contentieux qu'il y a entre les producteurs, ceux qui vendent les producteurs, les distributeurs, n'est-ce pas, et les régulateurs, etc. Bon, toute cette chaîne-là, n'est-ce pas? À qui veut-on faire croire ça? Le transporteur, producteur, transporteur, distributeur. À qui on veut faire croire qu'il n'arrive pas à régler tout le monde? Alors qu'il y a les moyens de pression sur Néo. On peut faire de la compensation. Ce sujet a été traité ici. Nous avons démontré comment, mais vous voyez que c'est quoi? Non, c'est ça. Les leviers. La dégradation des conditions de vie de la population, c'est la meilleure façon de faire une révolution de couleur. Qu'est-ce que vous croyez? De légitimer un coup d'État. Puisqu'on coupe le pouvoir de sa base socio-populaire. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez raison, c'est clair. Le téléphone, vous voyez, mais Orange et MTN sont des entreprises terroristes. Ils font des attentats tous les jours contre les Camerounais en surfacturant les coûts de prix marché. C'est tous les jours. Tout ça, c'est de la provocation. Les loyers qui explosent, l'inflation. Donc, vous voyez que tout est mis en place pour que ça explose. C'est le vrai Dieu. Ce n'est pas le génie du président Biya. Oui, il a du génie, mais c'est le vrai Dieu. Parce que si c'est pour Biya lui seul dans le pays, il serait déjà feu et ensemble. C'est le vrai Dieu. Qui sait qu'il a ses enfants ici? Qui sait qu'il a son destin pour le Cameroun, qui porte le Cameroun comme ça, et le tient comme ça, a dit, l'œuf là comme ça dans la main divine. Et c'est ça qu'il s'agit. Et nous, on est là pour parler au nom de ce vrai Dieu-là, pour amener dans cette géopolitique du crime, cette géopolitique de versement de sang, qui consiste à boire du sang, à mener la parole divine, à mener Dieu comme étant le grand géopoliticien. C'est notre pari. Et c'est au nom de cette dynamique de l'UNMP que nous sommes en première ligne pour dénoncer ce coup d'État. Où est-ce qu'on voit le courage là-haut? Alors je parle là, nous savons que l'UNMP est dans le collimateur des officiers supérieurs de l'armée du Cameroun qui sont dans le coup. C'est Dieu qui nous protège. Et nous protégera toujours. Nous abordons dans la dernière question. Vous avez soulevé un pan de l'aspect géospirituel de ce plan de déstabilisation. Monsieur le Président, vraisemblablement, le Cameroun se trouve à un tournant décisif. C'est le tournant, pas un tournant, c'est le tournant décisif. De sa trajectoire historique. Tout à fait. On n'est donc pas surpris de la violente, ou alors de la violence liée à l'affrontement de deux forces politiques, UP6 panafricaniste et néo-joulatiste. Ouais. Des deux camps, hein, des deux camps. Ça transcende les bords politiques. Et cet affrontement est l'élément majeur qui traduit la survie des deux camps. Oui. Monsieur le Président, quel pourrait donc être l'issue? Le NMP, durant son congrès, a appelé à une action exceptionnelle du vrai Dieu. Alors, c'est Dieu qui va être le gagnant. Le Cameroun ne tombera pas. Aucune force au monde, ça fait des années que aucune force au monde ne peut venir à bout du Cameroun. J'avais déjà dit que même le président Biya, s'il voulait le faire, il ne pourrait pas le faire. Je l'ai dit. Donc, je réponds à votre question. Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Donc, malheur à la France, malheur aux réseaux camerounais qui sont au cœur de cette dynamique, malheur à tous ceux, n'est-ce pas, aux éléments de l'armée. Je n'ai pas dit l'armée du Cameroun, je n'ai pas dit l'armée, les éléments de l'armée. C'est très facile de vouloir faire la confusion. L'armée du Cameroun, pour moi, j'ai dit, elle est sacrée, non? Elle est sacrée pour moi. On ne touche pas à l'armée du Cameroun. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait dans la maison des personnes qui ont intérêt à ce que, n'est-ce pas, ça aboutisse, ce que je suis en train de dire là. Intérêt à ce que ça aboutisse. Je vous ai parlé du levier de la corruption. La corruption. Si vous volez beaucoup dans un pays, vous mettez à l'étranger, vous travaillez contre votre pays. C'est aussi simple que ça. Là où il y a votre cœur, votre trésor, là où il y a votre cœur. Alors, quand les barons d'un pays placent leur trésor ailleurs, leur cœur est là-bas. Leur cœur est là-bas. Il n'est pas normal que dans le pays, la déontologie militaire soit sacrifiée sur l'autel de l'enrichissement et de la cupidité. Il n'est pas normal que des hauts fonctionnaires soient multimilliardaires et s'enrichissent. Ce n'est pas le rôle de la fonction publique. Un fonctionnaire n'a pas vocation à être riche. Non, ce n'est pas ça le rôle. Mais la grande dérive de l'État du Cameroun, dans le néolibéralisme sauvage, colonial et barbare, a consacré ce type de comportement.
où aujourd'hui, la haute administration camerounaise est dans la course pour l'enrichissement. Et comme ils savent que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie, ils veulent être riches en dollars, en devises. Ça se garde où? Pas à l'intérieur. Du coup, leur trésor est à l'extérieur, leur cœur est à l'extérieur. Et il est très facile qu'ils soient les agents de cette grande déstabilisation, n'est-ce pas, qui est en cours contre le Cameroun. Mais le grand partenaire du NMP dans le combat géopolitique, c'est le vrai Dieu. Et ça nous suffit. C'est avec ces propos que nous mettons un terme à cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe technique, toute l'équipe de production de cette émission. Nous disons un grand merci à tous les internautes qui ont participé sur les plateformes dédiées. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ça envoie un bon signal à nos algorithmes. Monsieur le Président, à vous revoir pour une nouvelle édition en direct sur les plateformes NMP officielles. Merci de m'avoir offert l'occasion de faire mon travail. À bientôt. Je vous en prie.